Bon les amis, je suis parti pendant une dizaine de jours en ce début d'année 2023 en Guadeloupe. C'était des vacances, d'ailleurs je suis parti en famille, mais on va pas se mentir, les vacances pour un vidéaste, eh bien c'est encore une opportunité de plus pour faire des vidéos et créer du contenu. Et là c'était le cas, je me suis dit il faut marquer le coup, on va se faire un petit film, un docu sur la Guadeloupe. Donc vous êtes sur le making of où je vais vous expliquer comment j'ai tourné cette vidéo voyage en Guadeloupe. D'ailleurs on peut remercier la famille Tanto pour les plans de ce making of. Je les entraîne depuis plusieurs années. C'est quand même bien pratique d'avoir des plans de moi où je vais vous montrer comment se sont déroulées les choses. Alors cette vidéo est sponsorisée par Artlist, la fameuse plateforme de musique. Et d'ailleurs, je m'en suis beaucoup servi pour ce film. Je vous en reparle un peu plus tard en vidéo. Évidemment, avant d'aller plus loin, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à aller découvrir ce film, ce reportage, ce documentaire sur la Guadeloupe. Parce que là, je vais te montrer vraiment les coulisses de ce voyage. Donc il vaut peut-être mieux regarder le produit final avant. Donc je suis parti environ 2 semaines en Guadeloupe et j'ai filmé à peu près sur 11 jours et généralement je filmais vraiment toute la journée. Donc c'est pour ça que cette vidéo est un peu longue, mais je tenais vraiment à pas faire trop de cuts, à pas trop la réduire et vraiment vous montrer l'ensemble des scènes, des séquences qu'on a pu filmer, des lieux qu'on a visités. C'est vraiment un archipel qui est sublime, très visuel, donc il y avait beaucoup de choses à vous partager. Donc là je suis parti sur un format un peu de film, un peu de reportage, un peu de documentaire, peut-être plus proche du documentaire, sauf que le parti pris, vous l'avez compris, c'est qu'il n'y a pas du tout de voix, il y a de l'audio mais il n'y a pas de voix off, il n'y a pas de dialogue, il y a uniquement de la musique et des bruitages. Et ça c'était très important pour moi, je voulais sortir un petit peu des codes de la vidéo de voyage qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire des prises de vue aériennes, du drone un peu partout, du slow motion sans arrêt, des grosses musiques. Je voulais vraiment raconter, créer et vous partager quelque chose qui me définit aujourd'hui en tant que vidéaste. Et ce qui m'a toujours intéressé dans ce milieu, c'est faire parler les images conjointement avec l'ambiance sonore, bien sûr. Donc on peut dire que c'est un nouveau format sur la chaîne et si ça se passe bien, s'il y a de bons retours, s'il y a eu pas mal de visibilité sur cette vidéo, d'ailleurs je compte sur vous pour la partager si ça vous a plu, eh bien je pense que j'essaierai de renouveler ce format sur d'autres pays, sur d'autres sorties à l'étranger. Et en même temps, c'est super, ça me fait du contenu sur la chaîne, notamment ça me permet de tester du matériel. Évidemment, le parti pris c'était de filmer entièrement cette vidéo au S5 II. J'ai testé également pour la première fois des objectifs anamorphiques, donc les nanomorphes de chez Laowa. Je vais vous en parler tout à l'heure, mais il y aura également une vidéo. J'ai testé un nouveau trépied, j'ai testé un nouveau micro. Donc ce genre de format, c'est vraiment l'idéal. En plus d'avoir ce beau film, cette belle vidéo, eh bien je peux faire des tests de matos. Donc voilà grosso modo pour le contexte de ce projet. Alors on va commencer par l'équipement, je vais vous lister l'ensemble du matériel que j'ai emmené avec moi. Donc il y avait évidemment la caméra principale, le Lumix S5 II. Le parti pris c'était de tourner entièrement cette vidéo avec ce nouveau boîtier. Ensuite j'ai emmené avec moi les objectifs nanomorphes que j'ai beaucoup utilisés. Donc j'avais le 27, 35 et 50 mm. J'avais emmené également un 85 mm Lumix S en f1.8 mais je l'ai pas utilisé. J'ai aussi le nouveau 14-28 mm, ça c'était une focale assez intéressante, je l'ai utilisé de temps en temps et notamment pour faire de la macro, c'est assez pratique. Et puis enfin en téléobjectif, d'ailleurs il se trouve juste ici en arrière-plan, j'ai emmené le 100-400 mm DGDN de chez Sigma. D'ailleurs j'avais également emmené un téléconvertisseur 1.4. Ensuite, j'avais un ND variable 1 à 5 stops de chez Nisi, donc c'est le True Color, ça je l'emmène tout le temps, pour moi c'est nécessaire, c'est indispensable. J'avais un micro caméra, c'est le Zoom M3 Mic-Track, vous allez voir c'est un produit très intéressant, je vous réserve également une review sur ce micro. J'avais emmené 2 trépieds, un qui est très léger et un qui est un petit peu plus solide, un petit peu plus robuste. Et puis j'avais également emmené l'A7 IV, mais ça c'est surtout ma famille qui s'en est servi pour faire les plans du making of. Et puis enfin au niveau du sac à dos, toujours le Shimoda Explorer V2. Alors ensuite au niveau des réglages sur le S5 II, vous l'avez compris, c'est vraiment le boîtier que j'ai utilisé pour filmer tous les plans de ce docu. Alors j'ai tout filmé en 10 bits, en 4:2 et la plupart du temps j'étais en 4K Ultra HD ou parfois en cinéma 4K, mais quand j'ai utilisé les objectifs anamorphiques, j'ai plutôt filmé en 4K Ultra HD parce que comme ça j'ai un peu moins de recadrage à faire par rapport au cinéma 4K. D'ailleurs j'avais fait quelques tests en amont et je savais que le format final de ma vidéo ça serait du 2.35. Je trouvais qu'un format assez large comme ça convenait bien à ce genre de projet et au style de paysage que j'ai filmé. Et puis comme j'ai beaucoup utilisé des objectifs anamorphiques, dans tous les cas si je voulais pas trop recadrer mes images, il fallait que je sorte avec un format quand même assez large. Donc voilà pour les réglages de la caméra, rien de particulier. J'ai filmé essentiellement tout à 25 images par seconde et j'ai juste fait quelques scènes en 50 images par seconde, notamment la scène sous l'eau avec les récifs, les poissons et la tortue. Alors ensuite au niveau de la stabilisation, j'ai fait essentiellement des prises de vue à main levée, vous me connaissez, moi c'est ce que j'aime faire. J'utilise très peu les gimbals, donc là voilà, je vais dire allez
les 80% des scènes du film ont été filmées à main levée et les 20% restants c'était du trépied. Et c'est là où le S5 II est très intéressant pour sa stabilisation, notamment avec ses différents niveaux de stab. Alors moi il me semble que j'ai très peu utilisé la stabilisation électronique renforcée, en tout cas vraiment le mode le plus élevé. J'ai juste utilisé la première stabilisation électronique et voilà, dans l'ensemble je trouve que ça fonctionne très très bien, et notamment avec les objectifs anamorphiques, c'est des objectifs entièrement manuels, donc il n'y a aucune stabilisation et là je suis vraiment content du résultat. Toutes les prises à main levée étaient plutôt stables. Alors il faut savoir qu'en post-production j'ai appliqué une stabilisation optique sur DaVinci Resolve, mais déjà de base la prise était plutôt stable. Au niveau de la stabilisation, là où il faut faire attention, c'est sur les très courtes focales. Je m'en étais un peu rendu compte sur mon premier test de ce boîtier, notamment là quand j'ai utilisé le 14-28 mm. Alors 28 mm ça va, mais quand je suis au plus court, au 14 mm, même avec la stabilisation, on a tendance à avoir pas mal de wobbling, toutes ces ondulations en arrière-plan, mais surtout sur les bords de l'image. Et ça se remarque un peu sur les ultra courtes focales, donc à faire un peu attention à ça. Et puis ensuite, au niveau de la mise au point, eh bien écoutez, j'ai tout fait en mise au point manuelle. Non pas parce que je n'avais pas confiance en l'autofocus du S5 II, il s'est quand même nettement amélioré et il est beaucoup plus fiable, beaucoup plus stable. Là, c'est vraiment un choix propre à ma façon de fonctionner. Sur les gros projets, peu importe la caméra que j'utilise, je filme la plupart du temps en mise au point manuelle. D'autant plus que pour des vidéos nature comme ça, je filme souvent avec beaucoup de perspectives, avec des avant-plans assez présents à travers des choses. Donc là, je veux pas perdre de temps à régler ma zone de mise au point, à mettre le point au bon endroit, et surtout, je veux pas prendre ce risque de découvrir que le point était pas totalement au bon endroit, ou il s'est mis sur la feuille en avant-plan alors que moi je voulais la feuille juste d'à côté. D'autant plus que là, j'avais pas de moniteur externe, j'avais juste le petit écran. J'étais quand même en vacances, donc j'avais une config plutôt légère. Donc pour moi, la mise au point manuelle, c'est vraiment une sécurité. C'est pour ça que je l'ai utilisé sur ce projet. Et d'ailleurs, j'ai quasiment aucun plan flou, ou même avec un point mou, ça j'en ai quasiment pas, donc je suis assez content. D'autant plus que j'avais vu quelques reviews des objectifs anamorphiques et c'est vrai que généralement c'est un peu compliqué de faire une belle mise au point manuelle. Et bah là finalement j'ai réussi à m'en sortir et j'ai pas eu de mauvaise surprise en post-production. Donc par rapport à ça, ça m'a bien rassuré. Donc au niveau des objectifs, je vous l'ai dit, j'ai beaucoup utilisé les anamorphiques donc de chez Laowa, les nanomorphes, donc le 27, 35 et 50. Et j'ai voilà un petit coup de cœur pour le 35 que j'ai beaucoup utilisé, même si je me suis servi en fait des 3 focales. C'est la première fois que j'utilise des objectifs anamorphiques et laissez-moi vous dire que j'ai vraiment un coup de cœur. Le rendu est superbe et pourtant j'avais beaucoup d'a priori sur l'esthétique un peu de l'anamorphique, sur les objectifs anamorphiques en général. J'étais assez peu fan du rendu et là je sais pas, en les testant j'ai peut-être changé d'avis, mais j'adore ce qui se passe en arrière-plan. On a une petite distorsion sur le flou, c'est hyper beau. J'adore le rendu, la texture, le piqué de l'objectif. Justement la netteté est moins acérée, le piqué est moins sharp que les objectifs photo traditionnels et c'est ça qui me manquait. Et là je suis vraiment content de les avoir utilisés et je trouve le rendu beaucoup plus, voilà, le mot cinématique. Alors le flair, je pense qu'on est d'accord, il est un peu vénère. Bien que là, ça m'a pas trop choqué dans ma vidéo, même quand il y avait le soleil à travers les arbres, de voir ce petit rayon, c'était, je trouve, assez esthétique. En tout cas, c'était pas trop dérangeant, mais je le trouve quand même très net, très défini, très visible. Donc je sais pas s'il existe des versions avec un flair un peu plus discret, mais je serais pas contre. Alors je vous réserve une review sur les nanomorphes, mais pour ceux qui se demandent, c'est des objectifs conçus pour le Super 35, mais ils couvrent un champ un peu plus grand, ce qui fait que avec le capteur plein format du S5 II, alors certes, j'avais ce vignettage sur les bords, mais le recadrage était moins important à faire que si je devais passer vraiment de plein format à Super 35. D'ailleurs, il se trouve que ce face caméra est filmé actuellement avec le S5 II de chez Lumix et le 27 mm nanomorphe de chez Laowa. Alors ensuite, pour varier les valeurs de plan, j'ai utilisé un téléobjectif. Donc c'est le 100-400 mm DGDN que je connaissais déjà parce que j'en possède un, mais en monture Sony. Donc très content de cet objectif. Alors j'avais le choix entre le 150-600, je crois, de chez Sigma ou ce 100-400. Mais voilà, ce 100-400 était quand même plus compact, un petit peu moins lourd. Et je l'ai porté toute la journée dans le sac à dos quand je l'utilisais pas. Donc il fallait quand même quelque chose de raisonnable pour de la rando toute la journée sur une dizaine de jours. Alors comme je vous ai dit, j'avais emmené 2 trépieds qui sont d'un gabarit différent. Il y a quelques mois, j'avais acheté le Traveler de chez Sirui, c'est le 5C je crois, et c'est vraiment un mini trépied, c'est vraiment très très léger, donc c'est très pratique, ça se met facilement dans un sac à dos, dans une valise, mais il est vraiment très léger, donc un téléobjectif plus un boîtier plein format, c'est quand même limite. Alors ça va tenir sans problème, d'ailleurs je l'ai utilisé la première journée sur l'île de la Désirade, et le souci c'est pas le poids du boîtier, mais évidemment c'est les éléments, il y avait beaucoup de vent, et donc c'est là où avoir un bon trépied assez solide est très important, et là pour cette première journée c'était vraiment
très limite. Je vous montre les plans où j'ai utilisé le 100-400 sur ce trépied sur cette première journée et vous allez voir que sans la post-stabilisation, eh bien ça bouge quand même beaucoup. Mais j'avais eu un peu de flair quand même et avant de partir, j'ai acheté un autre trépied. D'ailleurs, c'était le moment pour renouveler voilà mes trépieds et j'ai pris toujours un trépied de chez Sirui, c'est un trépied photo. C'est le ST125 si je me trompe pas avec la tête ST10. C'est David de la chaîne Monsieur Caméra qui m'a convaincu. Lui, il a testé le ST124 avec la même tête, la ST10 et il en était très content. Donc moi, j'ai pris le ST125, il est un peu plus compact, il monte moins haut en hauteur, mais par contre, il est beaucoup plus stable, il est plus robuste, un peu plus lourd, mais franchement, ça va. Hein, je l'avais à chaque fois sur le sac à dos et voilà, j'ai fait 10 jours sans problème. Et heureusement que j'avais ce trépied parce qu'on a eu quand même beaucoup de vent en Guadeloupe. Donc voilà les objectifs que j'ai utilisés le plus souvent. Après, j'avais emmené également le 14-28 mm. C'est la toute nouvelle ultra courte focale qui vient de sortir et en plus, il a un grossissement assez important, donc on peut faire de la macro. Et ça, je l'ai utilisé de temps en temps quand je voulais un plan beaucoup plus large parce que à l'anamorphique, j'étais restreint au 27 mm. Donc là, pouvoir descendre au 14 mm. Pour des plans de paysage, quand on s'est baladé dans les jardins botaniques, les plantes, les arbres sont vraiment très très grands. C'est assez démesuré. Donc là, c'était important d'avoir un angle de champ assez large. Après, encore une fois, à faire attention avec la stabilisation électronique quand vous êtes en trop courte focale. On a pas mal de wobbling sur les côtés, donc ça, c'est un petit peu pénible. Et parfois, même en post-stabilisation, on peut pas totalement le corriger. Alors évidemment, je vous en ai parlé pour accompagner ces différents objectifs. J'utilise à chaque fois un filtre neutre à densité variable. Donc moi, maintenant, depuis quelques années, j'utilise les filtres de chez Nisi, le True Color. Alors j'avais emmené la dernière formule avec le système Swift qui permet de superposer facilement 2 ND, mais finalement, j'ai utilisé que le 1/5 stop et ça m'a largement suffi pour ce reportage, notamment parce que j'ai pas filmé avec des très grandes ouvertures et ça, c'est quelque chose dont je suis assez fier. C'est vrai, quand on a une focale fixe avec une grande ouverture, on est toujours tenté de l'utiliser à 1.4, 1.8, 1.2. Alors certes, on a cette esthétique, on a ce beau flou d'arrière-plan, on a une belle séparation entre le sujet et le décor et c'est vrai que c'est un peu un effet de mode et très souvent, c'est pas très justifié ou alors c'est parce qu'on trouve que l'arrière-plan est pas joli et qu'on veut le noyer dans le flou d'arrière-plan. Mais du coup, on perd un petit peu en contexte, je trouve. Et là, pour une fois, je suis assez content de moi parce que je n'ai pas du tout utilisé de grandes ouvertures, même très souvent. Comme en fait, il y a beaucoup de plans larges, il y a beaucoup de paysages dans ce film et en Guadeloupe, évidemment. Donc très souvent, j'étais à F4, F5, 6 et même souvent, j'étais à F8, parfois F9, parfois un tout petit peu plus. Et ça m'a pas gêné. Et quand je vois le rendu, je suis assez content du résultat. Et finalement, c'est pas parce que tout est net dans l'écran qu'il n'y a pas de style, il n'y a pas de cachet. Parce qu'en fait, l'image se travaille pas qu'avec la profondeur de champ, mais se travaille également avec les perspectives, avec ton angle de prise de vue, avec ce que tu vas positionner en avant-plan, avec aussi ton positionnement par rapport à la lumière. Et donc là, très souvent, avec les objectifs nanomorphes, par exemple, j'étais à F4, F5, 6. Alors au niveau du micro, pour moi, c'était essentiel. Je savais que je voulais faire une vidéo avec, on va dire, pas tant de musique que ça, mais surtout beaucoup d'ambiance sonore, beaucoup de bruitage. Pour moi, ça, c'était vraiment indispensable, c'était nécessaire. Et donc, pour moi, il fallait un bon micro caméra. Mon premier choix, ça aurait été le Rode VideoMic NTG. Je crois que c'est celui-là que j'ai et qui fonctionne bien. Ça aurait fait l'affaire, mais j'ai découvert ce nouveau micro de chez Zoom. Donc, c'est le M3 Mic Track. C'est un micro caméra, mais il a une particularité, c'est qu'il fait office d'enregistreur externe en même temps. Et c'est pas n'importe quel enregistreur parce qu'il va enregistrer au format 32 bits, donc à virgule flottant. Et ça, c'est une première pour un micro caméra. Alors, je vais pas rentrer trop dans le détail parce que je vous réserve une vidéo, un test sur ce micro. Mais pour moi, l'intérêt du 32 bits, c'est déjà qu'on a une excellente qualité d'enregistrement et surtout que je n'ai plus à me soucier du niveau d'enregistrement. Et donc là, pas une seule fois, j'ai réglé mes niveaux pendant ce voyage d'une dizaine de jours en Guadeloupe. Donc ça, c'est très très pratique pour nous autres les vidéastes parce que comme ça, je peux vraiment me concentrer sur le cadre, sur la mise au point, sur ce qui se passe à l'image. Et au niveau de l'audio, c'est géré automatiquement par l'enregistreur. Je n'ai pas trop de soucis à me faire. Alors le seul souci, on va dire l'inconvénient qu'il y a avec ce micro et avec un micro caméra qui fait office d'enregistreur externe, c'est que le déclenchement de l'enregistrement externe ne se fait pas évidemment automatiquement quand tu appuies sur le rec de ta caméra. Il faut déclencher également le rec de l'enregistreur sur le micro. Donc ça veut dire à chaque fois que je fais une prise de vue, il faut également que je lance l'enregistrement sur le micro. Ça m'est arrivé d'oublier, c'est vraiment une habitude à prendre, ou parfois je lançais le micro et j'oubliais de le couper. J'avais une carte de 128 Go, donc il y a quand même pas mal d'espace. Donc pour toute une séquence, tu pourrais lancer une fois l'enregistrement et puis ne pas le couper juste à la fin de la séquence. Et puis ensuite, évidemment, il y a de la synchronisation à faire en post-prod. Donc voilà, on va dire que 80% des bruitages que vous avez entendus dans cette vidéo, dans ce film, eh bien c'est ceux que j'ai enregistrés directement à la prise de vue avec ce micro. Donc ça, c'était quand même très pratique. Après, il y a eu quand même beaucoup de mixage, ça a pris énormément de temps et j'ai également rajouté des ambiances sonores qui proviennent
de la plateforme Artlist. Et justement, j'en viens au sponsor de la vidéo. Moi, personnellement, ça fait quasiment 4 ans que je l'utilise. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour moi, c'est indispensable. Il n'y a pas une vidéo que je sors sur ma chaîne YouTube où je ne vais pas utiliser des bruitages ou de la musique de chez Artlist. Aujourd'hui, ils ont vraiment beaucoup de volume. Ils ont un catalogue qui est très dense, qui est bien chargé. On a vraiment tous les styles, tous les goûts musicaux. On a des ambiances de rock, de la musique classique, on a du jazz, on a des musiques cinématiques. Moi, c'est ce que j'utilise le plus comme catégorie parce que ça s'adapte très bien à différents styles d'image. Alors, ce qui peut être compliqué sur des plateformes de musique, c'est trouver exactement le morceau qui convient à ton image. Là, ce qui est bien avec Artlist, c'est que tu peux vraiment filtrer en fonction de tes envies, de ce que tu recherches. Il y a différentes catégories, il y a l'atmosphère, le thème vidéo, le genre, l'instrument. Et donc, avec ces différents filtres, tu peux préciser ta sélection et la plateforme va te proposer des morceaux beaucoup plus proches de ce que tu recherches. Donc moi, par exemple, pour ce film sur la Guadeloupe, j'ai beaucoup utilisé le genre cinématique et atmosphérique également, j'aime bien. On a une ambiance assez prenante, assez planante et qui correspond bien à des ambiances sur la nature. Ensuite, ce qui est pratique, c'est que pour certains morceaux, tu peux dissocier la voix de la partie instrumentale. Tu as le choix au niveau du téléchargement. Tu peux télécharger soit l'ensemble avec la voix ou parfois juste la voix ou parfois juste la partie instrumentale. Donc à partir de la même musique, on a différents choix de téléchargement. Et puis c'est compris dans la licence, on a également accès à leur banque de bruitage qui est très complète. Là encore, il y a énormément de choix, des ambiances en tout genre. Moi, j'ai beaucoup utilisé les éléments de la nature, le son de la mer, les vagues, l'océan, tout ce qui est son sous l'eau également. Ça, pareil, c'est des bruitages. Le vent, très important. J'ai rajouté quelques ambiances qui viennent de chez Artlist. J'ai rajouté des ambiances de pas ou encore des ambiances de nature, de forêt tropicale quand j'ai besoin du son des oiseaux. Bah voilà, tout ça, tu peux le trouver sur cette plateforme. Et c'est tout ça qui va étoffer la vidéo et qui va la rendre encore plus prenante, encore plus saisissante. Donc, ils ont différents types d'abonnements. Moi, j'utilise celui qui me permet de bénéficier de l'accès à la musique et au bruitage. Mais après, ils ont des bundles où tu peux aussi avoir accès à une banque d'images. Donc ça aussi, ça peut être intéressant. Alors, on est d'accord, ça, c'est un budget. Mais très honnêtement, ça, c'est une plateforme quasiment indispensable pour un vidéaste. Et franchement, c'est quelque chose qui se rentabilise très vite parce que la plus-value se ressent dans la création finale. Moi, si je vous remonte mes gros reportages sans musique, sans bruitage, ça va plus ressembler à grand-chose. Voilà pour la plateforme Artlist, vous avez les liens en description. D'ailleurs, vous avez 2 mois offerts si vous passez par ce lien. Et encore une fois, en passant par ces liens, vous soutenez directement mon travail. Alors avant de passer à la partie post-production, il y a encore 3 séquences que je voulais développer, détailler avec vous. Il y a eu le moment observation des cétacés, donc ça c'était quelque chose d'assez unique, c'est un des meilleurs moments de ce voyage en Guadeloupe. Et c'était aussi de loin le plus difficile. Alors comment ça s'est passé? Bah en fait c'est une balade d'environ 3 heures en mer, on est sur un Zodiac, plutôt de taille moyenne. On était d'ailleurs avec un super guide très gentil, très passionnant et surtout qui connaissait beaucoup de choses sur les cétacés. Et donc l'idée c'est d'essayer d'observer des cétacés à distance. Donc il y a eu 2 moments, on va dire, assez importants, 2 rencontres importantes. Il y a eu la rencontre avec les dauphins et ensuite la rencontre avec les cachalots. Alors les dauphins, ça s'est passé assez rapidement, ça a duré peut-être un quart d'heure. On avait vraiment une meute, un banc de dauphins qui étaient tout autour du bateau, qui sont passés comme ça dans plusieurs sens. Je sais pas combien exactement, je dirais peut-être une bêtise, mais il y en avait facilement une vingtaine, une trentaine de dauphins. Mais à ce moment-là, le Zodiac avait quand même une certaine vitesse, il n'a pas totalement arrêté le bateau, il me semble. Et donc évidemment, pour filmer, c'était assez compliqué. Alors moi, au début, j'avais pris mon trépied, je m'étais dit que bah voilà, je vais faire des prises de vue beaucoup plus stables en étant solidaire de l'embarcation. Je mets mon trépied, je le stabilise bien avec mes pieds et j'ai ma caméra dessus et avec une rotule, voilà, je vais pouvoir compenser les mouvements. Sauf que non, un trépied sur un bateau, évidemment, c'est pas du tout une bonne idée. Je m'en suis rendu compte très vite parce qu'évidemment, le bateau, il monte, il descend sans arrêt. Si t'es sur le trépied, une fois t'as la mer, une fois t'as le ciel. Alors tu peux compenser, mais c'est très compliqué. Donc c'est beaucoup plus simple d'être à main levée. Donc je suis très vite passé à main levée. Mais ça reste quand même très compliqué, surtout avec la focale que j'avais, donc là le 100-400 mm. Finalement pour ce genre d'observation, la focale était un petit peu trop longue. Si je devais le refaire, et j'espère qu'un jour j'aurai l'occasion de le refaire, c'est de prendre plutôt un 70-200, je pense que c'est une focale beaucoup plus adaptée. Là au 100-400 mm, déjà j'étais quasiment jamais au 400 mm, très peu au 300, j'étais souvent au 200 mm ou au 100 mm. Et pour les dauphins, ça a été assez compliqué parce que ça s'est passé vraiment très vite et c'était plutôt le début de notre balade, donc je ne m'étais pas encore mis totalement dans le bain, j'avais pas trouvé ma position, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas énormément de plans de dauphins dans le film et que même sur les quelques plans que je vous ai montrés, ça bouge quand même beaucoup. Et dites-vous que sur la sortie cétacé, il y a environ, je dirais facilement 1 heure de vidéo pour environ, on va dire, 1 minute de potable. Donc ça a été très compliqué. J'avais les stabilisations sur l'objectif, j'avais la stabilisation du boîtier. Bien que pour le Sigma, on n'a pas la stabilisation renforcée, on a juste la première stabilisation électronique. L'autre stabilisation, elle n'est pas activable, en tout cas avec le Sigma. Et puis ensuite, la deuxième difficulté, ça a été la mise au point. Déjà, l'autofocus
plus, faut complètement l'oublier. Alors en photo, il n'y a pas de souci, mais en vidéo, il faut l'oublier. Avec la perspective de l'océan, c'est très compliqué d'avoir le point exactement sur le dauphin qui sort pendant une seconde ou le cachalot qui se dégage vraiment très peu de l'horizon. Donc moi, j'ai tout fait en mise au point manuelle. Mais l'autre problème que j'ai eu, en fait, je m'en suis rendu compte qu'après, mais c'est que la mise au point, vous savez, l'option qui permet de changer le système de mise au point entre non linéaire et linéaire, eh bien, il ne fonctionne pas avec certains objectifs. Tous les objectifs ne sont pas compatibles avec cette option de mise au point linéaire et c'est le cas du 100-400, je n'avais pas cette option. Donc on est sur cette mise au point électronique qui dépend de la vitesse de rotation de la bague et pas de l'angle de rotation. Donc ça, c'est une contrainte supplémentaire, c'est une difficulté supplémentaire et très souvent, je perdais du temps à trouver le point et à le mettre au bon endroit. Donc voilà, l'observation des cétacés, c'était vraiment un moment incroyable, inoubliable, mais ça a été très compliqué pour la prise de vue vidéo. Alors ensuite, j'ai réussi à trouver un petit peu des positionnements. Généralement, j'avais un genou un petit peu en l'air, je me calais dessus pour être un petit peu à hauteur, toujours à main levée, mais en même temps, je trouve un autre point de contact, donc ça, c'est très important. Et du coup, pour les cachalots qu'on a filmés après les dauphins, j'ai réussi à faire des prises de vue un peu plus stables, mais c'était toujours compliqué, d'autant plus qu'ils étaient beaucoup plus loin que les dauphins. Donc en fait, j'ai augmenté la focale et évidemment, sur des focales plus longues, les saccades se font ressentir un peu plus. Donc voilà, séquence pas évidente. Évidemment, je m'étais mis en 50 images par seconde pour que le petit slow motion me permette d'avoir des prises de vue un peu plus stables. Ça, c'est la petite astuce. Quand vous filmez en slow motion, les saccades, les vibrations vont être un peu réduites. Donc voilà pour la séquence cétacé. Ensuite, l'autre moment de ce séjour, ça a été la sortie masque tuba. Moi, c'était la première fois que je faisais ça. On n'était pas très loin des côtes. On était peut-être à 40-50 mètres de la plage et on est allé observer les tortues si on avait, les petits poissons et les coraux, les récifs. Donc là, cette sortie, elle s'est passée en 2 fois. On y allait une première fois et 2 jours plus tard, on y est retourné. Donc là, j'avais emmené avec moi, ça fait quelques temps que je l'avais acheté, c'est la protection de chez Outex. C'est voilà, c'est pas très glamour, c'est pas très sexy, ça ressemble à une capote. C'est une protection étanche qui va venir se placer sur notre appareil. L'intérêt de ce système, contrairement à un caisson, c'est que il s'adapte à plusieurs formats de boîtier. Donc là, j'ai pu l'utiliser sans problème sur le S5 II. Je vais pas rentrer dans le détail. Si un jour vous voulez une vidéo sur ce type de produit, ça pourrait être intéressant, dites-le moi dans les commentaires. Alors c'était quand même la première fois que je l'ai utilisé, donc j'étais pas totalement serein. A priori, ça devait fonctionner, une fois que tout est bien scellé. Et puis tu testes avant d'aller trop loin, tu regardes s'il y a des bulles, etc. Alors là, pour cette première sortie, au niveau des images, ça n'a pas été incroyable pour plusieurs raisons. Déjà parce que moi, j'étais peut-être un petit peu tendu, un peu stressé. Alors je sais nager, mais ça faisait quand même longtemps que j'étais pas allé en mer. C'était la première fois que je faisais le masque tuba. Et aussi le fait de mettre une caméra sous l'eau, tu serres un petit peu les fesses, d'autant plus qu'on était à la moitié du séjour. Donc là, s'il y avait un problème, j'avais plus de caméra. Donc tout ça combiné, plus le fait que j'avais peut-être pas choisi le bon objectif, j'étais au 14-28 mm, je m'étais dit que généralement sous l'eau on utilise plutôt des courtes focales et généralement c'est le cas de ce que j'ai vu, mais j'ai eu beaucoup de mal à utiliser l'objectif pour changer le point. J'avais commencé en autofocus mais sous l'eau, j'avais l'impression que ça marchait pas, donc j'ai pas voulu prendre de risque encore une fois. Je suis passé en mise au point manuel et là ce qui est compliqué avec le système Outex, c'est que du coup avec le plastique il faut par-dessus tourner la bague de mise au point et là avec cet objectif j'ai eu un peu de mal à le faire, donc il y avait ça qui a compliqué les choses. En plus au début j'ai filmé à 25 images par seconde, j'avais pas le ralenti pour m'aider en post-production, donc les prises de vue étaient pas très stables. Moi peut-être que j'étais pas très stable non plus, j'étais pas assez concentré. En plus les masques tuba, là moi j'avais celui qui prend à la fois le nez et la bouche, mais je sais pas si c'est prévu pour les barbus ou non, mais j'avais un peu d'eau qui rentrait par le menton, un petit peu d'eau aussi. Donc voilà, il y avait pas mal d'éléments qui ont fait que c'était un petit peu compliqué. J'ai pu quand même filmer un peu les récifs, voir quelques poissons, on a trouvé la tortue que j'ai un peu filmée. Je vous montre les plans, mais voilà, cette première sortie était pas vraiment très réussite. Heureusement, on y est retourné une deuxième fois, exactement au même endroit. Au début, on n'a pas vu la tortue, la première fois, on l'avait vue dès le début. Là, on l'a pas vue, donc on a commencé un peu par les récifs, par les poissons. Le temps était peut-être un petit peu plus beau. Il y a les rayons de soleil qui perçaient là à travers l'eau, c'était magnifique. J'avais réfléchi à ce que je pouvais faire, donc déjà, je m'étais mis dès le début à 50 images par seconde. J'ai changé d'objectif. Je trouvais qu'avec le 14-28, j'étais trop loin des récifs, trop loin des poissons, surtout que là c'était vraiment du masque tuba, je descendais pas en plongée, je restais à la surface et même par rapport à la tortue j'étais un petit peu loin, d'autant plus qu'il y a une réglementation quand même à respecter, on ne doit pas s'approcher à plus de 10 mètres et voilà, le 14-28 c'était un petit peu trop court, donc j'ai réfléchi, en objectif j'avais soit le 85 mm Lumix S, mais c'était peut-être un peu trop, donc finalement j'ai pris le 50 anamorphique. Alors il y a peut-être des gens qui vont me dire t'as pris un objectif anamorphique sous l'eau, et écoute oui, et j'en suis bien content parce que la deuxième sortie s'est passée nettement mieux. Déjà l'objectif anamorphique beaucoup plus simple à manipuler, j'ai mon échelle de mise au point, donc en fait je pouvais facilement savoir où était mon point par rapport à la distance. La bague est crantée, donc elle était beaucoup plus facile à manipuler même avec la protection Outex, et 50 mm c'était plus
resserré. Donc voilà, la deuxième sortie s'est passée beaucoup mieux. J'étais aussi beaucoup plus serein, un peu plus à l'aise dans l'eau. Alors je prenais toujours un petit peu l'eau par le masque, mais on va dire que ça allait, c'était supportable. Et donc quasiment 85% des images de cette séquence sous l'eau que j'ai utilisées dans le film proviennent de cette deuxième sortie. Et pareil pour la tortue à la fin, c'était vraiment un moment incroyable. On n'est pas resté trop longtemps parce que je voulais pas la déranger plus que ça. On est resté à peine 10 minutes au niveau de la tortue, mais les prises de vue étaient incroyables. C'était vraiment un one shot, hein. Elle est montée une fois, respirer, prendre 4-5 respirations à la surface et ensuite elle est redescendue. Elle l'a fait ça une fois. Donc vous avez vu le mouvement, il saccade un petit peu, il y a des petits à-coups, mais dans l'ensemble, je l'ai laissé en entier parce que je le trouvais quand même assez beau et c'était quand même un moment hors du temps. Donc voilà, pour moi, c'était vraiment une première déjà masque tuba et de filmer en même temps sous l'eau. Et je dois dire, j'espère que je vais en refaire, que je vais refilmer sous l'eau parce que j'ai vraiment adoré ce moment. Et puis enfin, la troisième séquence où je peux développer un peu, c'est la soufrière. C'était un moment quand même assez compliqué parce que on n'a pas du tout eu la soufrière de la carte postale, hein. Il faut savoir que les 3/4 du temps, elle est vraiment dans les nuages, il fait assez froid, il y a beaucoup de vent, beaucoup de pluie et donc c'est très compliqué. En plus, le terrain, en tout cas celui qu'on a pris, celui qui était ouvert, il n'y a pas de sentier juste au début, mais une fois qu'on est parti vraiment pour la montée, là c'est des cailloux et puis nous évidemment il y avait de la boue, il y avait des flaques d'eau, donc au niveau des conditions c'était assez compliqué. J'ai quand même gardé la caméra avec moi pendant toute la montée. En fait j'avais mon imperméable et quand je l'utilisais pas, je la mettais sous l'imperméable pour éviter d'avoir à la ranger, de la ressortir. Donc j'ai essayé un peu de filmer, c'était quand même assez compliqué. J'ai essayé de mettre un petit peu plus d'humain à ce moment-là. J'ai filmé ma sœur, un petit peu les gens, un petit peu la famille, pour essayer de montrer et de faire ressentir quand même la difficulté, hein, qu'on ressente le vent sur les vêtements, etc. Tout ça pour dire que ça l'a fait quand même. Alors le micro était trempé, la bonnette anti-vent, je vous raconte pas, complètement trempé, mais le boîtier a tenu le coup et pourtant je peux vous dire qu'il a pris énormément la flotte. Et voilà, j'ai filmé jusqu'à la montée. J'aurais aimé faire un petit peu plus de plans, mais c'est vrai que c'était quand même très compliqué. On était dans le brouillard, au sommet, on voyait pas du tout les fumées qui sortaient des cratères. Il y avait quand même de grosses rafales de vent. C'était pas loin d'être un peu dangereux. Donc sur le retour, après, j'ai rangé la caméra. Donc voilà comment s'est déroulé le tournage en Guadeloupe. Maintenant, on passe à la partie post-production. Alors comment s'est déroulée la post-production? Déjà, il faut savoir que ça a été quand même assez long, hein. J'ai dû prendre facilement 10, 11, 12 jours de post-production. Donc ça comprend le dérochage, le montage, l'étalonnage, le mixage et voilà, plusieurs exports avec différentes corrections ensuite appliquées au projet. Donc le dérochage, ça a été quand même assez long. Alors j'avais organisé déjà un petit peu à l'avance mes dossiers, hein. J'avais emmené un PC portable, donc tous les soirs je transférais voilà sur un disque dur et puis je commençais à organiser un petit peu mes fichiers. Au niveau du poids, le projet est pas si lourd que ça. On a environ 600 gigas de prises de vue. C'est des prises de vue assez courtes. En plus, on est en long GOP, donc c'est pour ça que le poids est relativement normal, j'ai envie de dire. Donc toute la partie production a été réalisée sur DaVinci Resolve. Dans la partie film, j'ai commencé à organiser mon projet. Ça m'a pris 2-3 jours quand même. Et surtout, c'est le dérochage. Voilà, commencer à cibler un petit peu les prises de vue qui m'intéressent, éliminer ce qui est mal cadré ou quand c'est la mise en place, quand il y a des vibrations. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai tous mes dossiers. Je me suis organisé simplement par journée de tournage, donc le 15, le 16, le 17 et ça allait jusqu'au 26. J'ai fait un petit dossier ambiance sonore, j'ai rajouté un dossier pour la faune. Donc dans chaque dossier, j'ai créé une timeline, donc j'ai créé vraiment une timeline par journée de tournage. J'ai un dossier audio, voilà, avec tous mes fichiers externes parce que je rappelle que j'ai utilisé donc le Zoom M3 qui enregistre en externe. En tout cas, c'est une option. Moi, c'est celle que j'ai utilisée pour avoir la meilleure qualité d'enregistrement audio. Et puis à côté, j'ai toutes mes vidéos. Donc voilà, au niveau du dérochage. Alors moi j'ai une façon de travailler un peu particulière. Ce que j'aime bien faire, c'est mettre tous les plans sur ma timeline, peut-être même des plans où c'est sûr que je vais pas les utiliser, mais voilà, j'étale vraiment tous mes rushs sur ma timeline et à chaque fois, comme je vous ai dit, j'ai créé une timeline par journée parce que là j'avais quand même beaucoup de plans. Donc ça par exemple c'est la première journée, hop, on va se mettre comme ça. Donc là par exemple pour cette première journée j'ai environ 21 minutes, j'ai fait ça voilà à chaque fois. Donc là pour la Désirade c'était le 16, bah pareil, tu vois là j'arrive à 21 minutes et j'ai étalé tous les plans en lien avec la journée. Moi j'aime bien travailler comme ça parce qu'au moins j'ai tous mes plans qui sont étalés et ensuite c'est beaucoup plus simple de sélectionner les plans petit à petit, de libeller ceux qu'on a utilisés dans le montage et de voir ceux qui restent à être utilisés. Donc voilà comment j'ai travaillé. Alors ce que j'ai fait ensuite, je l'avais pas fait pour les 3 premières journées je crois, mais en fait ensuite j'ai donc d'abord étalé tous les plans, ça c'est ce que je viens de vous montrer, mais ensuite j'ai redupliqué tous ces plans et j'ai fait en fait un pré-montage toujours dans cette même
même timeline. Donc par exemple là, ça c'est ma séquence qui est montée et ensuite je l'ai copié-collé dans ma timeline générale, ma timeline de montage qui est celle-ci, donc montage film Guadeloupe. Et en fait petit à petit je venais importer mes séquences que j'ai montées sur mes autres timelines. Pourquoi j'ai fait ça? Je trouve que ça permet d'être un peu mieux organisé et puis surtout je l'ai fait pour soulager un petit peu mon ordinateur parce que là mon setup actuel commence à atteindre ses limites, en tout cas sur des projets qui sont très longs. Sur 10-20 minutes il n'y a pas de souci, mais dès qu'on arrive à 30-40 minutes, 50 minutes avec pas mal d'étalonnage, des plans avec un débit assez important, là ça devient très compliqué, ça rame et moi j'ai eu beaucoup de crash sur mon setup. Donc au début j'avais enchaîné les séquences, mais arrivé à un petit tiers, j'ai changé ma méthode et j'ai d'abord créé les séquences dans les différentes timelines. Donc par exemple là j'ai d'abord mon dérushage, j'ai étalé tous mes rushs et puis juste à côté j'ai fait ma sélection, j'ai fait mon pré-montage qui est là, c'est même quasiment la version finale. Et puis ensuite comme ça c'est très simple, je fais un copier-coller, j'importe toutes mes séquences sur ma timeline principale et puis ensuite il y a juste à vérifier les transitions. J'aime bien faire également une timeline avec les plans, là j'ai appelé ça pas pris, donc ça c'est tous les plans qui ont été rejetés que j'ai enlevés et j'aime bien les ranger dans une timeline à part, comme ça si jamais je manque de plans, je peux aller voir les plans que j'ai pas sélectionnés et comme ça automatiquement je sais que ceux-là je les avais pas pris de base, donc ils ne sont pas utilisés dans ma timeline principale. Alors au niveau du montage c'est pas très compliqué, tu vois que au niveau de la partie prise de vue, c'est vraiment du plan bout à bout, moi c'est comme ça que je travaille sur ce type de format, c'est vraiment du plan par plan et j'ai quasiment pas changé l'ordre des plans. Et en fait je les ai vraiment alignés comme ils ont été filmés lors du tournage parce que ça allait vraiment très bien avec ce format de découverte et de visite de la Guadeloupe. Après ce qui a été le plus long c'est vraiment la partie mixage, je peux vous la montrer tout de suite. Alors l'idée évidemment c'était d'utiliser un maximum d'ambiances sonores qui ont été pris à la prise de vue. Donc avec le zoom M3 il y a eu de la synchronisation à faire, il y a juste quelques fichiers où il a un peu galéré sur la synchronisation parce que j'avais peut-être pas pensé à faire une référence sonore, donc là il galérait un peu, mais sinon ça se fait assez rapidement. Et puis après voilà, il y a eu un travail sur évidemment les musiques, je voulais pas que ça soit de la grosse musique épique tout le temps, je voulais vraiment trouver l'ambiance musicale qui correspond exactement ou vraiment à 80-90% à l'image qu'on est en train de visualiser, à l'ambiance de la séquence, et je suis assez content, les musiques correspondent bien. Donc comme je vous l'ai dit, tout ça c'est des musiques qui proviennent de la plateforme Artlist. J'ai vraiment exploré la plateforme de A à Z pour essayer de trouver la musique qui correspond à chaque fois, et il y a eu quand même pas mal de bruitages aussi que j'ai pris sur Artlist parce que tout simplement parfois les bruitages à la prise de vue ne suffisent pas. Souvent en fait il y avait quand même pas mal de pollution sonore, c'est-à-dire il y avait pas mal de bruit, parfois t'entends des chiens aboyer, parfois des tronçonneuses, et puis en fait très souvent c'est tout simplement t'entends les gens autour, il y a ma famille qui sont à côté, je rappelle je suis en vacances donc il y a du bruit tout autour et c'est plutôt à moi de m'adapter, essayer de faire en sorte de prendre un peu de distance avec le groupe pour pouvoir faire une prise de son correcte. Mais voilà, j'ai dû aller chercher des ambiances sur Artlist et ça c'est important de le faire quoi qu'il arrive pour avoir une ambiance générale, globale, qui vient remplir un petit peu le niveau sonore en fond. Ça vient aussi camoufler comme ça les transitions de mes ambiances à la prise de vue, donc ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà, ça a été vraiment très long, tu vois qu'il y a des transitions absolument partout parce qu'on a des changements de niveau, des changements d'ambiance à chaque fois, comme on a des prises de vue très différentes, parfois on est proche d'une cascade, parfois on s'éloigne. Donc il y a eu vraiment un gros boulot au niveau du mixage. Voilà, tu vois, il y en a un petit peu partout et je sais pas si t'as remarqué, mais j'ai essayé de faire en sorte que les musiques ne se suivent pas tout le temps, que ça soit plutôt équilibré, qu'il y ait des respirations. Et en fait, la plupart du temps, il y a une musique et puis ensuite on a des bruitages, on finit sur une séquence un petit peu toute douce avec vraiment les ambiances sonores de la scène, et puis après on repart sur une autre musique et ainsi de suite. Comme ça on a quelque chose qui respire un petit peu plus tout en restant proche de la scène. Donc voilà, les bruitages très importants, la musique très important. Évidemment il y a des séquences où j'ai dû utiliser beaucoup plus de bruitage. Par exemple il y a l'introduction de la séquence cétacé, j'avais vraiment très peu de plans, là j'avais pas vraiment de plan d'ouverture, donc j'ai dû réfléchir un petit peu, voir comment je pouvais ouvrir cette séquence, et en fait tu remarques que les plans sont assez basiques, c'est même des plans qui amènent plutôt à se concentrer sur l'écoute, et c'est pour ça que là il y a eu beaucoup de bruitage. L'idée c'était tout de suite de passer sur une transition, qu'on comprenne qu'on est sur la mer, on a le roulis des vagues, on entend le bruit du bateau qui frappe sur l'eau, et puis tout de suite par l'audio, c'est ça qui fait la transition avec le monde des cétacés. On a une ambiance de bruitage, un petit peu de plongée, et puis j'ai rajouté des bruits de cétacés, de dauphins, et ça me permet en fait de révéler le sujet de ma scène par l'audio et ensuite de révéler les images. Ça c'est une technique très importante qui est utilisée sur tous les formats de films de docu. C'est toujours l'audio qui appelle l'image, comme ça on est préparé et les transitions visuelles sont plus simples et plus faciles à regarder. Donc voilà, il y avait cette ambiance là, il y a une ambiance également que j'avais pas mal travaillé, l'ambiance de pas, là pour la scène assez forte en émotion, où on est sur la route des esclaves, donc il y avait cette ambiance de pas, là c'est du bruitage que j'ai rajouté, avec
avec cette musique où il y a beaucoup de basses, hein, ça résonne, c'est assez fort. Donc là, c'est un mélange de musique, mélange de bruitage et d'ambiance capturée avec le zoom M3. Et évidemment, très important aussi, l'ambiance sous l'eau. Encore une fois, j'ai fait une transition avec des bruitages de plongée. On a d'abord là, par exemple, une ambiance underwater bubble. Donc là, c'est comme si on avait notre enregistreur qui était sous l'eau. Et puis en plus de ça, j'ai rajouté un son d'ambiance là d'océan parce qu'évidemment, là, j'avais la caméra sous l'eau, j'avais pas de micro, donc je n'ai pas pu garder les ambiances à la prise de vue. Donc là, ça a dû être recréé évidemment en post-prod. Donc voilà pour l'audio, voilà pour le mixage. Voilà grosso modo hein, la timeline à quoi elle ressemble. Il y a environ 53 minutes, donc c'est quand même une belle timeline. Et je peux vous dire à la fin, je galérais, ça buguait un petit peu. Et puis ensuite, je peux vous montrer ce que j'ai fait au niveau de l'étalonnage. On va afficher les plans, on va essayer de mettre les plans comme ça. Donc au niveau de l'étalonnage, eh bien peut-être que ça en a pas l'air, mais j'ai pas fait grand chose parce que encore une fois, c'est exactement ce que j'avais dit sur mon test du Lumix S5, c'est que le Vlog, eh bien il est très simple à étalonner, il n'y a pas besoin de faire grand chose parce que on a une image de sortie qui est très jolie avec des teintes qui sont fidèles. Si la balance des blancs est bien faite, eh bien vous n'avez pas besoin de compenser du magenta ou du green, en tout cas vraiment très peu. Alors moi, ce que j'ai fait au niveau de l'étalonnage, et là ce que j'aime bien faire en ce moment pour travailler les logs, c'est qu'en fait j'utilise donc des conversions d'espace colorimétrique. J'ai une première conversion d'espace, donc là je convertis le Vlog et je l'envoie sur le DaVinci Wide Gamut, hein. C'est vraiment l'espace de couleur qui est le plus large sur DaVinci Resolve, donc c'est assez intéressant de travailler dedans. Et je sors un Rec 709, mais j'ai aussi sorti un Cineon Film Log, ce qui me permet d'appliquer ensuite une lutte, donc la fameuse lutte Kodak. En ce moment c'est à la mode et moi j'aime bien l'utiliser parce que ça fonctionne bien. On a un look assez sympa. Donc par exemple sur ce plan, bah tu vois, j'ai donc ma conversion, j'ai une réduction de bruit, j'ai un travail au niveau de la balance des blancs, j'ai un travail évidemment au niveau du nœud primaire. Ça évidemment les corrections primaires, c'est ce qu'il y a quasiment de plus important. Tu peux voir que sans la correction, eh bien on a des hautes lumières qui sont pas totalement cramées mais un petit peu claires. Donc pour moi c'était important évidemment de réduire un petit peu ce contraste, travailler la dynamique de notre scène. Après on a un nœud couleur, mais là j'ai rien mis dessus je crois. On a un petit masque pour relever légèrement le niveau au-dessus, la lutte, j'ai un petit look, voilà, pour renforcer un petit peu le contraste. Et là ce qui était nouveau, alors ça va peut-être pas trop se ressentir, mais j'ai utilisé le plugin Dehancer. Alors vous allez me dire en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo dessus. Donc ça c'est un plugin qui est à la mode encore une fois et c'est vraiment hyper intéressant. Entre guillemets, pour avoir ce look cinéma assez facilement, bah vous pouvez l'utiliser. Et tu vois, ça c'est sans le plugin et ça c'est avec. Donc qu'est-ce que j'ai mis dessus? Eh bien en fait j'ai du grain, j'ai du bloom, donc de l'effet glow, de la lueur, et j'ai également du halation, donc c'est cette sorte d'aberration un peu chromatique. Tu vois en fait sur cet effet, je vous le montre vraiment très rapidement, on a plein d'onglets. Alors ça dépend de la licence que vous allez prendre, mais en gros moi j'ai utilisé le grain ici et j'ai utilisé le halation, voilà, qui est ici. Le halation, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est cette sorte de, je sais pas trop comment le décrire, mais c'est cette aberration chromatique, tu vois. Si je la désactive, on a une sorte un petit peu de flair rouge sur les côtés. Ça, on en a quasiment plus aujourd'hui sur les objectifs photo, mais à l'époque, sur des objectifs un peu plus vintage, eh bien on en avait. Et donc en fait, c'est un petit peu ça le look cinéma. On va venir réintroduire des erreurs, des aberrations chromatiques, et c'est ça qui donne un look un peu plus daté, un peu moins propre, un peu moins clean, comme c'est le cas avec le numérique. Et moi, je trouve qu'à l'image, ça rend plutôt bien. Et puis, j'ai rajouté également du glow. Donc voilà, grosso modo, le workflow au niveau de l'étalonnage que j'ai rajouté un petit peu partout. Je vais essayer de vous montrer un autre plan. Donc là, par exemple, sur cette scène, je vous remontre tout. Donc j'ai ma conversion d'entrée, ma conversion de sortie, j'ai ma lutte. Donc ça, c'est l'image de base. Voilà, limite, c'est très bien comme ça. Ensuite, j'ai une petite réduction de bruit. J'ai ensuite une petite correction. Donc moi, j'ai réchauffé très légèrement l'image. J'ai ensuite mon nœud primaire. Donc là, il n'y a pas grand chose. Il y a un peu plus de contraste et j'ai relevé un petit peu les infos. Le nœud couleur, je l'ai pas utilisé. Là, j'avais utilisé juste le masque. Ensuite, on a le look qui redonne un petit peu de contraste, qui vient boucher un peu plus les noirs. Donc ça, c'est avant et ça, c'est avec. Et ça réchauffe aussi un petit peu l'arbre, un petit peu les hautes lumières. C'est un truc que j'aime bien faire. Et puis enfin, on a le Dehancer, voilà, par-dessus, qui rajoute notre halation, le glow. Donc ça vient adoucir un peu l'image. Et on a le bruit par-dessus. Ça a tendance à relever encore un petit peu, à déboucher un peu les noirs. Donc ça adoucit la transition des tons sombres. Et bon, voilà, moi j'aime bien ce look. Donc voilà grosso modo au niveau de l'étalonnage comment ça s'est passé. Je vous montre juste
la scène sous l'eau, parce que là aussi il y a eu pas mal de boulot. Ça pourrait être le sujet d'une vidéo. Par exemple, ce plan-là, voilà, je vais vous montrer ce plan-là. Il faut savoir que le plan de début, il est très bleu comme ça, évidemment. Hein. On n'a pas la longueur d'onde rouge, elle passe très peu dans l'eau. Et donc là, on a essentiellement de bleu d'abord, et puis du vert aussi. En fait, l'astuce, c'est pas de réintroduire trop de rouge, surtout quand on est proche du ciel comme ça, où il y a les rayons de lumière qui tapent quand même. Donc on a un petit peu de rayons plus chauds, donc il faut faire attention, l'équilibre est assez difficile. Donc ça, c'est avant, et ça, c'est maintenant. Donc en fait, j'ai principalement traité mes bleus et mes magentas. J'ai descendu un peu les bleus, j'ai remis du magenta. Le nœud primaire, évidemment, il y en a eu pas mal à faire, parce que là, ce qui était compliqué, c'est qu'il y avait énormément de variations de lumière. Donc là, par exemple, ça devait être une scène très lumineuse, mais t'as vu tout ce que j'ai pu récupérer là au niveau des informations, c'est assez génial. Et après, il y a un tout petit look, et puis il y a toujours le de-enhancer, voilà, avec ce petit glow qui est assez joli. Donc voilà, grosso modo, hein, pour les scènes, comment ça s'est passé. Par exemple, ici, tu vois, ça, c'est sans la balance des blancs, on a tout qui est bleu, c'est un petit peu compliqué. Là, voilà, c'est même sans le nœud primaire. Ça, c'est vraiment le plan d'origine. Donc là, il y a eu un petit traitement à faire, et tu peux voir qu'en vlog, eh bien, mine de rien, même si on part de loin, on arrive à rattraper énormément d'informations et à avoir une scène un petit peu plus visuelle comme ça. D'ailleurs, si le plugin de-enhancer, ça vous intéresse, hein, je peux vous faire une vidéo dessus, dites-le moi en commentaire. Alors, c'est un plugin payant, hein, je vous ai mis un lien en commentaire. D'ailleurs, je vous ai rajouté un code de 10% de réduction pour ce plugin. Vous avez le lien en description. Voilà les amis, ce making-of est très long. Bon, on n'est plus à ça près, hein, vu le temps déjà de la première vidéo. J'espère que ce format vous a plu, que justement vous n'avez pas trouvé ça trop long. Moi personnellement, je suis vraiment très fier. C'est un de mes plus gros projets jusqu'à présent, et ça sera peut-être le plus gros projet de 2023. C'était des vacances à la base, mais je suis content d'être allé jusqu'au bout et d'avoir fait cette vidéo qui, je trouvais, était un petit peu différente de ce qu'on voit habituellement sur YouTube. Vous tapez Guadeloupe ou même voyage en général, vidéo cinématique. Bah, très souvent, c'est du drone, c'est du slow motion, et je trouve que, alors il y a des très belles vidéos, il y a des gens qui sont vraiment très doués dans ce domaine, mais les émotions sont différentes, on ressent moins les choses, et là, moi, je vous ai vraiment proposé le type de vidéo que j'aime et que j'ai envie de développer, d'approfondir sur ces prochaines années. Donc si ce format vous a plu, je le demande pas souvent, mais n'hésitez pas à partager la vidéo à vos proches sur vos réseaux sociaux. Ça serait hyper chouette de montrer un petit peu à tout le monde que ce genre de vidéo, ça peut plaire, qu'il y a un public derrière, et que même si c'est de la vidéo un peu longue, bah, ce format docu, film, ça peut intéresser. Et si je veux renouveler ce format sur d'autres pays, peut-être même en France, faut que je trouve des sponsors, faut que le projet soit soutenu, donc voilà. Donc je compte sur vous, n'hésitez pas à passer dans les commentaires et puis à partager la vidéo si le cœur vous en dit. Voilà les amis, c'était 2 vidéos assez longues, j'espère que ce format vous a plu. Allez, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo.